Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission hebdomadaire Les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 11 mai. Les marchés tendent, le CAC 40 perd 1,9% et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Un petit avertissement sur les risques, les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Comme d'habitude, je vous rappelle les rendez-vous sur Zone Bourse. Tous les matins, vous pouvez retrouver le Morning Meeting d'Anthony Bondin en version écrite, mais également en podcast audio. Vous avez tous les jours Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac, qui réalise aussi une émission hebdomadaire tous les vendredis, le Pump and Dump. Et comme tous les mardis, nous nous retrouvons pour les marchés en action. Au sommaire de cette émission, un focus marché comme d'habitude pour voir les derniers grands décalages des principaux actifs boursiers. Ensuite, on fait un top flop macroéconomique sur les flux, les liquidités, les résultats d'entreprise, les interventions de banque centrale pour pouvoir mieux apprécier l'environnement dans lequel nous sommes. Puis nous passerons dans une deuxième partie d'émission sur la plateforme ProRealTime pour analyser les actions que vous souhaitiez. Alors, focus marché. Nouveau record historique du Dow Jones et du S&P 500 dans la foulée des NFP vendredi. Mais le début de semaine est plus compliqué. Que s'est-il passé vendredi ? Le Dow Jones et le S&P 500 étaient proches de leur plus haut historique. Les créations d'emplois sont ressorties largement inférieures aux attentes, 260 000 créations d'emplois alors qu'on attendait pratiquement 1 million de créations d'emplois aux États-Unis. Mais du coup, les opérateurs se sont dit que cela mettait moins la pression sur la Fed, qu'il y avait encore besoin que la Banque centrale soit en soutien des marchés. Et donc, on a eu un phénomène de bad news is good news, c'est-à-dire qu'une mauvaise nouvelle macroéconomique est une bonne nouvelle pour les marchés, car qui dit mauvais chiffre économique dit que la Fed restera plus longtemps en soutien. Mais cet effet a été de courte durée. Nous avons fait des records historiques vendredi et ce lundi, petit accident. Le Dow Jones, lui, surperforme. Il n'a baissé que de 0,10%. Le S&P a perdu 1% et le Nasdaq, lui, a lâché 2,6%. Les opérateurs optant pour la prudence. Les profits des entreprises américaines sont ressortis à des niveaux records. La saison des résultats est terminée. Plus de 85% des entreprises ont battu le consensus. Mais ces très bons chiffres avaient été largement anticipés. De fait, quand certaines entreprises ont publié de très bons chiffres, voire de bonnes perspectives, eh bien, on a assisté à de légères hausses, voire même parfois à des prises de bénéfices. Et lorsque des sociétés ont publié des chiffres un peu supérieures aux attentes, mais avec un manque de visibilité, un manque de perspective, eh bien, elles ont été sanctionnées. Donc, on peut dire que les marchés avaient largement anticipé et on peut utiliser à ce moment-là l'adage boursier. Les opérateurs ont acheté la rumeur de bons résultats et ont vendu la nouvelle de très bons résultats. Qu'est-ce qui fait tanguer les marchés ? Eh bien, c'est l'envolée généralisée des matières premières qui fait exploser les anticipations d'inflation qui se retrouvent à un plus haut de 15 ans. La grande menace inflationniste a fini par prendre corps. Si l'inflation monte très vite, très fort, cela pourrait forcer la Banque centrale à intervenir à terme. Pour le moment, Jérôme Powell, président de la Fed, nous dit que cette inflation est transitoire. Ce sera une période d'inflation très forte dans les 6 mois qui viennent pour ensuite retomber, se normaliser et retrouver une inflation autour de 2% en 2022. Simplement, étant donné les mouvements de hausse qu'on a eu, que ce soit sur les céréales, les métaux, le pétrole, donc tout le panier des matières premières, eh bien, certains opérateurs anticipent une inflation plus forte que ce que prévoit la Fed, ce qui pourrait la placer dans une situation inconfortable.
Nouveau record annuel du CAC 40 hier, le CAC 40 qui jusqu'ici surperformait ses pairs, hein. On surperformait même certains indices américains comme le Nasdaq. Le CAC 40 contient beaucoup de luxe, il contient aussi beaucoup de valeurs value, il a profité également de la hausse des bancaires, donc c'est ce qui permettait à notre indice national de bien performer ces dernières semaines, ces derniers mois. N'oublions pas qu'il est passé en quelques mois seulement de 5400 à 6400 points, il a donc gagné plus de 15%, 1000 points en quasi-ligne droite. Et il se trouve sous pression aujourd'hui, moins 2%. Est-ce que c'est un simple trou d'air ou est-ce que c'est une première alerte? Il se pourrait que cela nous montre un certain plafonnement, pas forcément une chute très forte à venir, ça on le verra fonction des confirmations dans les séances à venir, mais en tous les cas, on a peut-être atteint un plafond de verre, on a peut-être été un peu haut, un peu vite, un peu fort, comme l'écrivait Anthony Bondin ce matin sur Zone Bourse. Donc le CAC 40 est en train possiblement de sortir d'un biseau ascendant ce matin, il faudra le confirmer en clôture et également par le chandelier du lendemain, et cela doit nous inviter à la prudence. Le VIX, l'indice de la peur, le Volatility Index, a pris 9% hier, c'est une première alerte, il est au niveau des 20 points, lui aussi doit confirmer. Si la volatilité continue d'être forte, accélère au-dessus des 20 points, il y a de grandes chances que l'on assiste à plus de dégagement sur les indices. Si au contraire le VIX venait à buter sous cette zone, eh bien on pourrait tout simplement assister à une pause, à une sorte de latéralisation. Mais en tous les cas, on voit bien qu'on a les ingrédients ici pour un contre-pied potentiel qui nous invite donc à la plus grande prudence. Nouveau record historique du bois de construction, on le parlait, des matières premières, le bois de construction qui est passé tout simplement de 300 $ à 1700 $ en un an, il a pratiquement fait x6. Dans certaines régions américaines, cela a augmenté le coût de construction d'une maison de près de 100 000 $. Simplement, quand on regarde les cours du bois de construction, on voit bien qu'on est dans une hausse parabolique. Et j'invite donc à faire très attention. Sur Zone Bourse, lorsqu'on a dépassé les 1000, les 1200, 1300 $, on a mis en avant certains ETF ou certaines valeurs qui pouvaient profiter de la hausse du bois de construction à court et moyen terme. Mais là, à très court terme, j'ai l'impression qu'on est dans de l'euphorie totale. Donc attention, ça pourrait secouer s'il y avait des prises de bénéfices appuyées. On notera un double échec du pétrole WTI sous les 66 $. Le range perdure. Un range, c'est un canal horizontal dans lequel il évolue depuis plusieurs semaines. L'appétit pour le risque, la hausse des actifs risqués, les bonnes statistiques économiques lui ont permis de repasser les 60 $ et de revenir tester ses plus hauts annuels. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à passer cette zone de prix. Je vous ai parlé pas mal des métaux précieux ces derniers temps, les cours de l'argent que j'apprécie particulièrement, les cours de l'or aussi qui se reprennent. Les cours de l'argent sont toujours soutenus, haussiers. Quant à l'or, il approche d'un pivot clé, sa moyenne mobile à 200 périodes. Enfin, l'Ethereum, qui la semaine dernière, je vous le disais, gagnait 60% sur un mois, eh bien il gagne 20% de plus que la semaine passée. Il a atteint les 4000 $. Le Bitcoin en fait du surplace depuis maintenant 2 mois autour des 55-57 000 $. Et c'est l'Ethereum qui a pris le relais. On peut regarder rapidement ce que donnent ces différents actifs sur la plateforme de ProRealTime. Donc voici le CAC 40 depuis le mois de novembre, élections américaines et vaccins. Ensuite on se reprend, début d'année 2021 tonitruant. N'oublions pas donc que depuis le début de l'année, le CAC 40 gagnait pratiquement 15% à la date d'hier. Donc voilà, très beau score du CAC 40 sur cette période. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas été un peu haut, un peu vite, un peu fort? C'est l'impression que cela donne.
Le biseau ascendant est une figure de retournement en cas de sortie par le bas. On attendra donc la clôture de ce soir pour valider ce signal baissier potentiel. Si on retourne au-dessus des 6300 en clôture, on sauve la mise et peut-être qu'on assisterait plutôt à une latéralisation. Si on accélère et qu'on casse ce soir ou demain le point bas récent, les 6230, 6240, eh bien c'est que nous ne sommes plus dans une tendance haussière à court terme puisqu'on ferait un plus bas que le précédent. Vous connaissez la théorie de dos, une tendance haussière ce sont des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Donc si on vient à casser le dernier creux, eh bien la tendance haussière s'évapore à court terme au profit d'une tendance neutre, voire même d'une correction un petit peu plus profonde. Je vous avais tracé un graphique lors de la dernière émission, une sorte de graphique comme ceci, pour vous dire que quand on était en dehors, au-dessus ou sur la borne haute de ce canal haussier, le 440 était un petit peu cher. Lorsqu'on est dans ce canal haussier, on va dire qu'on est sur des prix médians. Et si on revenait sous ce canal haussier comme on l'a fait ici en octobre, eh bien les prix seraient alors relativement attractifs. Donc vous voyez en gros à 6400, 6500 c'est cher, à 5700, 5800 ce serait attractif. Donc pour l'instant on est quand même plus près de la zone qui est chère que la zone attractive. Donc voilà, il faut savoir lever un petit peu le pied. Nous sommes au mois de mai, les chiffres ont été très bons, on a peu de catalyseurs à venir, les banques centrales ont tout donné, les plans de relance ont été multipliés aux États-Unis. Donc à court terme, j'ai un peu de mal à trouver des catalyseurs positifs qui pourraient nous aider à revenir sur les plus hauts. Et j'ai plutôt l'impression qu'on pourrait latéraliser, voire corriger en direction peut-être du seuil psychologique des 6000 points, ou en tous les cas revenir travailler les records de 2020, c'est-à-dire la zone des 6120 points. Ça veut dire quoi? Si le CAC baisse de 2, 3, 4, 5%, ça veut dire que les small caps sont totalement délaissés, que les valeurs spéculatives retombent relativement fort. C'est la raison pour laquelle quand vous tradez les small caps et les valeurs volatiles, il faut absolument mettre des stops de protection. Et concernant les beaux dossiers du CAC 40, que ce soit le luxe, que ce soit on va le voir Saint-Gobain ou certaines bancaires, on a quand même fait de superbes parcours. Donc n'oubliez pas de temps en temps quand même de concrétiser un peu de gain, ça fait du bien au cerveau et ça permet de se déstresser. On peut regarder donc les autres actifs. Le pétrole dans son range, toujours très soutenu, toujours aussi à moyen terme, etc. Mais pour l'instant, il n'a pas la force de passer cette zone des 66 à 67 dollars. Concernant les cours de l'argent, les voici. On est toujours aussi à long terme, aussi à moyen terme, aussi à court terme. Donc j'aime beaucoup l'argent dans une optique de diversification de portefeuille à moyen long terme. Je le préfère à l'or parce que, comme vous pouvez le voir, depuis 6 mois, les cours de l'argent sont neutres, alors que les cours de l'or sont baissiers. L'or a tendance à sous-performer, donc quitte à avoir un métal précieux en portefeuille, je préfère avoir de l'argent que de l'or. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'or arrive sur une zone clé, les 1850 dollars, zone de la MM200 jours. Et vous voyez également qu'on a une oblique baissière qui passe par les plus hauts dans cette zone de prix, donc ce sera une épreuve d'importance, les 1850 dollars. Si on venait à passer dans la semaine ou même plus tard cette zone de prix, eh bien nous sortirions d'un canal baissier qui s'inscrit dans une tendance haussière. On appelle ça un drapeau, c'est une figure de continuation qui laisserait entendre un retour vers les plus hauts historiques, mais je ne voudrais pas aller trop vite en besogne. Pour moi, les métaux précieux, pour ceux qui aiment ça, ça s'achète en DCA, c'est-à-dire le dollar cost average, c'est-à-dire qu'on va acheter régulièrement de l'or, de l'argent, en physique ou en papier, et le mettre dans son portefeuille dans une optique de diversification. Le Bitcoin, il est neutre, voilà, il se cherche depuis 2 mois, puisque on a des flux qui sont allés sur l'Ethereum et également d'autres crypto-monnaies, l'Ethereum que voici qui est toujours extrêmement soutenu,
Vous pouvez voir que les cours sont au-dessus de la MM 7 jours, une moyenne mobile de très court terme. Tant qu'on est au-dessus de cette MM 7 jours, c'est fortement haussier. Si on venait à la casser, il conviendrait d'être un petit peu plus prudent. On a fait le tour, je pense. On retourne sur notre présentation et on passe au top flop. Je vous parlais donc des commodities, des matières premières. À gauche, vous avez l'indice des commodities, donc des matières premières sur un an. Indice qui a pris 100% depuis son point bas d'avril dernier. Donc là, on a l'effet Covid, chute des matières premières, reprise des matières premières, le vaccin en novembre, la reprise économique forte qui est en cours, et c'est ce qui explique que les matières premières soient aussi hauts. Maintenant, en termes de timing d'achat, quand je regarde cet indice, sa hausse d'un an, et même sa hausse récente, ça m'invite plus à la prudence qu'à me dire « Ah, il faut que j'en achète absolument ». À droite, ici, ce sont les cours du bois de construction, donc qui sont passés de 300 à 1700 hier, tout simplement pour vous montrer cette hausse parabolique qui plaide donc pour une hausse de l'inflation, mais qui à court terme me semble un petit peu trop rapide, stratosphérique et euphorique, raison pour laquelle je vous parlais d'un retour de bâton possible. Puis j'aime bien le jeu de mots aussi. Les céréales aussi profitent, il n'y a pas que les métaux, il n'y a pas que le bois de construction. Vous voyez ici le maïs qui a doublé en l'espace d'un an depuis le point bas du Covid. Le maïs, le blé, toutes les matières premières, métaux ou agricoles, se sont fortement appréciées ces derniers temps, ce qui laisse entendre justement que l'inflation pourrait augmenter. Ici à droite, vous avez le cuivre. On dit souvent que le cuivre est un proxy de la croissance mondiale. Or, on attend, comme je vous l'ai expliqué ces dernières semaines, une croissance mondiale historique en 2021. C'est l'effet rebond après le trou d'air du Covid en 2020. On attend des trimestres records en Asie, aux États-Unis, notamment au deuxième et au troisième trimestre. C'est ce qui explique que les cours du cuivre soient montés aussi fort. Maintenant, je trouve ça totalement euphorique, relativement haut. Je pense que si on était à l'achat sur le cuivre, eh bien bravo. Mais je pense que remonter les stops et ou prendre des bénéfices pourrait s'avérer utile. Parce que là, on va encore une fois un peu haut, un peu vite, un peu fort. Pourquoi est-ce qu'on va trop haut, trop vite, trop fort? Tout simplement parce que les banques centrales ont mis peut-être un peu trop de charbon dans la locomotive. Je pense même qu'avec le charbon, ils ont mis un petit peu de dynamite et de nitroglycérine, ce qui fait que la machine économique s'emballe. Donc oui, on attend une croissance énorme, mais c'est en train de tirer toutes les matières premières extrêmement fort, et ça pourrait ensuite peser sur les résultats des entreprises. Et aussi sur le pouvoir d'achat des particuliers, bien évidemment. Du coup, parce que toutes les matières premières s'envolent, eh bien le coût du fret maritime remonte fortement. Vous avez ici l'indice Baltic Dry Index qui représente le prix moyen de transport d'un panier de matières premières. Et vous voyez donc qu'on est tendu sur cet indice du fret maritime. Du coup, avec tout ce que je viens de vous dire, eh bien, ça explique que les anticipations d'inflation soient à des plus hauts de 15 ans. Et c'est ce qui met justement la pression aux banques centrales. Sommes-nous en train d'assister à la fin d'un cycle? Alors je ne parle pas de la fin d'un cycle haussier boursier, je n'oserais pas, mais tout simplement la fin d'un cycle entre les valeurs de croissance et les valeurs dites value, les valeurs cycliques. On voit déjà depuis la fin de l'année dernière et le début de cette année le fait que les grandes valeurs de croissance américaines commencent à plier alors que les valeurs cycliques se reprennent. Autre graphique pour montrer ce qui se passe entre les valeurs cycliques et growth. Vous voyez ici
les cycles de performance, de sur- ou sous-performance des valeurs de croissance. On voit bien ici que depuis 2015 jusqu'à 2020, les valeurs de croissance ont littéralement explosé, notamment pendant l'année 2020, elles ont été extrêmement recherchées. Et puis là, depuis quelques semaines, on a un vase communicant qui s'opère avec des sorties de capitaux sur le Nasdaq et des entrées de capitaux vers le Dow Jones. Autre graphique qui montre cet état de fait, des corrélations entre les valeurs growth et value. On est là sur des points clés. Le graphique que j'aime le plus, c'est celui-ci en fait qui montre les occurrences où le Nasdaq a perdu plus de 2,5% alors que le Dow Jones a perdu moins de 0,15%. En fait, hier, le Nasdaq perdait 2,6 et le Dow Jones ne perdait que 0,10. Donc on voit bien que les grosses valeurs du Dow Jones surperforment et les valeurs techno sont délaissées, voire lâches. Et ça, c'était arrivé pendant les années 99-2000, où on avait eu une envolée stratosphérique des valeurs du Nasdaq. Et puis ensuite, ça s'était retourné progressivement avec des valeurs Nasdaq qui étaient reparties à la baisse et des valeurs Dow Jones qui tenaient. Et donc, là c'est le S&P 500 qui est marqué, mais vous voyez les traits rouges, ce sont les occurrences où le Nasdaq perd plus de 2,5 et le Dow Jones est stable. Mais vous voyez aussi que les premières occurrences se sont déroulées et le marché a continué de monter quand même. Donc ça ne veut pas dire qu'on est sur un point haut, ça ne veut pas dire que c'est la fin des valeurs de croissance, que c'est la fin du Nasdaq et qu'on va rentrer dans un cycle baissier et un bear market. Mais ça nous met la puce à l'oreille sur le fait, en tous les cas, que les valeurs recherchées en 2020, les valeurs de croissance, les valeurs du Nasdaq, eh bien, à court terme, en tous les cas, sont totalement délaissées. Ici, un graphique de l'Ethereum pour vous montrer juste le parcours réalisé. On fait x10 en l'espace de quelques semaines. Vous entendez? C'est la nouvelle cafetière. Nous avons un nouvel élément dans l'émission Les marchés en action. Ici à droite, c'est le fonds ARK. Je ne sais pas si vous connaissez ce fonds dirigé par Cathie Wood. C'est un fonds qui est spécialisé dans les valeurs technologiques et les SPAC. Il y a 2 mois, Franck Morel, PDG de Zone Bourse, laissait entendre que ce fonds pourrait être dans une situation compliquée. Et c'est effectivement le cas. Franck Morel, PDG de Zone Bourse, donc, qui est mon patron, et qui a shorté Tesla il y a 3-4 mois sur les points hauts, et qui ensuite a invité à shorter les valeurs du fonds ARK Investment. Donc un sacré mojo de ce monsieur. Ici, c'est un graphique pour vous montrer qu'il n'y a quand même pas que les banques centrales qui permettent aux indices d'être sur des plus hauts historiques. Nous avons des entreprises du S&P 500 qui ont fait de nouveaux records de bénéfices par action en 2021. Donc cela légitimise le niveau des indices boursiers qui ont dépassé leur record de 2019-2020. La question que je me pose, c'est est-ce que ces résultats ont été tirés par justement les plans de relance exceptionnels, la vivacité avec laquelle le gouvernement américain et la Banque centrale a réagi? Est-ce que ce sont des résultats qui sont pérennes? Est-ce qu'on va s'installer sur des records, ou est-ce qu'au contraire, après cette très forte hausse, on va se normaliser, se stabiliser, auquel cas les indices feraient de même? Et lorsque je regarde le CAC 40 dividende réinvesti, le CAC 40 Gross Return, je me rends compte effectivement que on est relativement haut. Je vais vous le montrer sur la plateforme de ProRealTime. Je mets un graphique mensuel. Donc vous voyez, il n'y a pas de doute, la bourse, ça c'est le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, qui est beaucoup plus
représentatif de ce que gagnerait un investisseur s'il était sur le CAC depuis 25 ans, contrairement au CAC normal où on a un CAC à 6300 points, soit même pas les cours de l'an 2000. Ce CAC-là, dividende réinvesti, qui montre bien la performance d'un investisseur qui reste dans le marché et qui touche des dividendes, montre que même si vous étiez investi en CAC 40 au point haut en l'an 2000 alors que le CAC 40 GR était à 10 000 points, eh bien vous gagnez 70% depuis. Donc tout ça pour dire que la bourse à long terme est un bon investissement. Après, il y a une notion de timing. Vous voyez ce beau canal haussier, vous voyez le point de short parfait qu'on a eu avant le Covid. Moi, j'étais rentré fortement vendeur sur cette zone de prix-là. Le Covid qui fait son effet, la réintégration du canal aidée par les banques centrales et les plans de relance. Et là, on est où? On est là. Donc, je dis pas que c'est le point haut, mais si c'en était un, serait-ce bien étonnant? Après, un point haut ne veut pas dire qu'on va perdre 50%, mais ça veut dire qu'on va peut-être revenir chercher les anciens plus hauts, qu'on peut perdre 6-7%, qu'on peut consolider. Donc il va falloir être un petit peu plus sélectif. On notera que selon Bank of America Merrill Lynch, les fonds d'investissement, en tous les cas chez eux, sont en train de sortir dans des proportions records, ce qui nous invite quand même à la prudence. On a des entrées de particuliers américains par milliers, si ce n'est par millions, dans les marchés. Et parallèlement à ça, on a des fonds d'investissement qui sortent. Je vous en laisse faire la conclusion que vous souhaitez. Enfin, je vous en parlais dans la première partie sur l'argent. C'est un graphique mensuel des cours de l'argent qui montre qu'on est sorti quand même d'une zone qu'on a travaillé pendant des années, que les cours de l'argent sont haussiers. Et à moyen long terme, voilà, je trouve que c'est un métal précieux et industriel qui permet de diversifier un portefeuille. En tous les cas, à titre personnel, j'aime bien cela. Et puis on finit par un peu daté et un peu d'éducation avec un petit clin d'œil à Tradosaur. Voilà, on a un biseau ascendant sur le CAC 40 dont on doit confirmer la sortie par le bas. Et lorsqu'on fait un biseau ascendant, aussi appelé rising wedge, les objectifs théoriques sont de revenir au niveau des points touchés sur l'oblique basse du biseau. Nous avons les 5900 points, en dessous on a 5008, en dessous on a 5005. Alors je dis pas qu'on va perdre 15%. On peut tout aussi bien latéraliser, neutraliser. Mais en tous les cas, si on sort ce soir de ce biseau, cela met un point d'arrêt à la baisse, à la hausse jusqu'ici automatisée, régulière et puissante à laquelle nous avons assisté. On va passer donc à notre deuxième partie d'émission pour analyser les valeurs de la liste. Voici notre liste. C'est l'heure de la pause café. Je vous retrouve dans un instant.
la pause café prend un peu plus de temps avec ce type de machine. En tous les cas, j'ai bien suivi vos conseils et j'ai donc opté pour une machine Jura. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie d'émission. Hop, on jette un petit coup d'œil à notre CAC national. On est passé de moins 1,90 à moins 2,07. La séance américaine sera d'importance. Si les Américains enfoncent pour de bon et que même le S&P 500 et le Dow Jones se retournent, que le CAC 40 attaque les 6236 points, 6240 points, eh bien ça veut dire que le danger augmenterait. Si au contraire on arrivait in extremis à remonter au-dessus de 6280 points, ce serait un petit peu plus neutre. En tous les cas, alerte il y a, mais vous l'aurez compris je pense. On commence avec de ces RSI qui n'a plus trop la cote ces derniers temps. De ces RSI qui avaient essayé de s'extraire d'un grand range dans lequel elle avait passé presque un an. On a essayé de s'en extraire une fois, s'en extraire deux fois, trois fois, et on n'y arrive pas. Donc ça c'est un petit bémol. Le point positif, c'est que on a toujours des plus bas de plus en plus haut, comme vous pouvez le voir avec les petits traits bleus ici sur mon graphique. Donc il serait préférable qu'on ne casse pas le seuil psychologique des 5 euros, ou en tous les cas qu'on ne casse pas le seuil, le seuil en dessous à 4,90. Donc voilà, ça nous donne une zone de prix. Parfois on n'est pas sur des prix exacts. On peut prendre une zone entre les précédents plus bas et le dernier creux. Donc support clé entre 4,90 et 5 euros, sous lequel théoriquement on peut mettre des stocks de protection en cas d'invalidation du scénario. Air France. Alors Air France, c'est pas un dossier que j'apprécie beaucoup, mais bon, quelqu'un m'a demandé de la cadrer, alors je le fais. On peut dire qu'Air France est dans une sorte de range, et on notera qu'on a une MM200 qui est haussière, des cours qui sont au-dessus de MM200. Donc là, on a vraiment une zone clé entre 4,20 et 4,40 qu'il ne faut absolument pas casser, il ne faut pas sortir de ce range. Si on arrivait à travailler cette zone de prix, tenir la MM200 et rebondir, ce serait plutôt positif. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'une société comme Air France, qui ne tourne absolument pas, qui a des dettes qui ont explosé, pourrait remonter? Eh bien tout simplement parce que parfois le marché a envie de jouer des dossiers même accidentés sur lesquels il y a un potentiel spéculatif. En effet, si à un moment donné, le trafic aérien pouvait reprendre, qu'on avait comme ça une reprise de l'activité, eh bien cela suffirait, je pense, au marché pour spéculer sur ce dossier. Donc pour ceux qui souhaitent le traiter, en tous les cas, on surveillera la zone des 4,20, 4,40. Il ne faut absolument pas casser. Bonduelle. Alors Bonduelle, c'est un peu dommage parce que bon, je lisais hier une interview de Raphaël Giraud, très intéressante, sur Bonduelle. Raphaël Giraud qui fait des interviews de PDG, de responsables d'entreprise ou de responsables des finances. Vous allez sur Zone Bourse, vous allez sur la fiche de Bonduelle. Dans les deux dernières news, vous avez cette interview plus l'analyse que j'ai rédigée hier. J'ai en fait lu l'analyse de Raphaël Giraud, que vous pouvez retrouver sur Twitter. Et suite à cette interview, eh bien, j'ai fait une stratégie de trading que je voulais vous présenter dans l'émission. Malheureusement, l'action est partie très vite. Elle a cassé les 22,15, elle a gagné 10%, elle a déjà pratiquement atteint mon objectif. J'avais un objectif à 24,2 et elle a dû faire 24,1 ou plus haut, 24,15, vous voyez. Donc malheureusement, objectif atteint pour ce qui est du court terme. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on est peut-être dans un creux de moyen terme. Vous voyez ici les cours qui baissent depuis 2018, qui se stabilisent depuis maintenant un an. On est même en train de casser les plus hauts de juin 2020. Donc, en cas d'éventuel repli, eh bien, peut-être qu'il serait intéressant d'aller sur ce type de dossier qui m'apparaît être un petit peu défensif et qui semble, en tous les cas, en retournement. Et alors qu'on a aujourd'hui un 4,40 à moins de 13, l'avoir gagné 5%, c'est quand même plutôt prometteur pour la suite.
Euronext. Alors dans cette émission, j'ai choisi aussi quelques valeurs du portefeuille Zone Bourse Europe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez un abonnement sur Zone Bourse qui permet d'avoir accès à l'intégralité du site, aux fiches valeurs, à des listes thématiques. Vous avez aussi un screener fondamental qui permet de classer les dossiers et vous avez les 3 portefeuilles Zone Bourse. D'ailleurs, Zone Bourse, où les conseilleurs sont les payeurs, puisque il y a quelques années, Franck Morel, PDG de Zone Bourse, a décidé que la société allait mettre des portefeuilles réels pour ses recommandations. Donc contrairement à beaucoup de médias en France qui donnent des recos et où on peut dire que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, chez Zone Bourse, nous sommes des payeurs puisque nous avons des portefeuilles réels en Europe, aux États-Unis et en Asie. Euronext, en fait partie des dossiers défensifs que l'on aime bien. Le titre a corrigé de 25% ces derniers mois et on est revenu sur une zone psychologique des 80 € relativement importante. Euronext a réalisé une augmentation de capital de 1,8 milliard me semble-t-il pour pouvoir acheter une bourse, c'est la bourse italienne me semble-t-il. Je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises, je vérifie. Émission de 1,8 milliard d'euros d'obligations pour payer le rachat de Borsa Italiana. Donc ça, c'est le genre de dossier que l'on aime bien. Et en cas de trou d'air, sait-on jamais, de retour sur cette zone des 80-81 €, cela pourrait peut-être intéresser certains d'entre vous. Quant à l'invalidation, elle est claire, il ne faut pas qu'on passe sous les 78 €. Getlink, c'est Eurotunnel. Là, c'est plus une configuration technique qu'autre chose. La valeur est coincée dans un triangle. Elle a essayé de s'en extraire par le haut, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a qu'une cassure par le haut en cours de clôture au-dessus des 13,80 qui constituerait un signal. Pourquoi est-ce que j'ai entouré la zone ici? Bien parce que la dernière fois qu'elle était dans une latéralisation, elle en est sortie par le bas avant de remonter. Du coup, si on était en train de faire la même chose, elle pourrait peut-être même sortir par le bas de son triangle pour mieux remonter ensuite. Donc, si et seulement si il y avait eu cassure par le haut, ça aurait été un signal haussier, mais le fait qu'on n'y arrive pas me laisse entendre que le scénario d'un bis repetita, d'un trou d'air avant hausse, pourrait prendre son sens. Donc, attention ici, pas de signal haussier, pas d'achat. PRP, groupe Partouche, c'est superbe. C'est ici aussi un mix entre analyse technique et analyse fondamentale. Groupe Partouche, donc ce sont les casinos, les casinos qui pourraient potentiellement réouvrir cet été, sait-on jamais. Groupe Partouche, donc qui détient en plus les murs de ces casinos. Selon certains, ce serait entre 25 et 30 € par titre. Et puis Partouche aussi, qui me semble-t-il a eu des autorisations pour lancer des jeux en ligne en Suisse. Donc voilà, une société intéressante pour jouer le retour à la vie en quelque sorte. Ce que j'aime beaucoup, donc, c'est cette sortie de triangle qu'on a eu ici, sortie de triangle, le pullback avant le redémarrage. Bien évidemment, c'est une valeur que j'ai notée en fin de semaine dernière. On était encore à 23 €, là on est 10% au-dessus, donc c'est un peu comme Bonduelle. Peut-être attendre un éventuel repli pour ceux qui seraient intéressés par ce type de dossier. Ensuite, Polyc-Meunery, pareil, exemple à titre indicatif. Polyc-Meunery, on l'avait étudié il y a quelques mois parce qu'elle nous avait fait une GLB parfaite. Qu'est-ce qu'une GLB? C'est la cassure d'un plus haut historique qui se confond avec le cours d'introduction. Elle a été introduite en février 2020, elle bloquait sous les 6,60 €, elle a cassé ce seuil en janvier, ce qui a engendré une très forte accélération, plus de 100% de hausse sur le titre. Les cours sont retombés et on est venu combler un gap parfaitement au point bas. Ça, j'aime beaucoup. On peut dire ce qu'on veut de l'analyse technique, y croire, ne pas y croire. Je suis désolé, quand on voit qu'ici, il y avait un gap laissé ouvert à 8 € et que le point bas de vendredi dernier, c'était pile poil les 8 €.
Ça montre quand même la pertinence de ce type de niveau technique. D'ailleurs, en parlant de technique, passons sur Technip. Énergie, comme vous le voyez, je suis en très grande forme. Technip Énergie, donc, qui est dans un range entre 10 et 15 euros et qui, à chaque fois qu'elle revient vers les 10-11 euros, est relativement recherchée. Elle est un peu erratique, hein. Elle est pas facile, elle a cassé les 12 euros, elle a accéléré, mais là elle retombe. Et j'aurais tendance à dire que tout repli vers les 11,40 €, 11,50 € pourrait être mis à profit pour ceux qui veulent rentrer cette ligne en fond de portefeuille. J'ai oublié de vous parler de trois actifs que j'avais notés en bas ici de mon tableau. Alors, l'ETF Water, c'est le AWAT, le Lixer Water PEA. Donc ça, c'est un ETF pour faire du long terme, pour ceux qui font du dollar cost average, pour ceux qui font du placement passif. Alors, certains vont dire, oui, c'est pas bien de spéculer sur l'eau. Ici, c'est plutôt des sociétés de retraitement de l'eau à travers la planète. Ce qui est appréciable, c'est cette dynamique de prix qui est très claire, très nette et très propre. Et sur cet ETF, j'ai un gros niveau ici vers 22,40. J'ai un autre gros niveau avec MM200 vers 21 euros. Et je trouve que dans une optique de très long terme, de diversification pour faire du dollar cost average, ce type d'ETF est intéressant et sa thématique l'est également. Concernant le silver, je vous en ai parlé comme dans une optique de diversification. J'ai la vague impression, si vous voulez, que étant donné la surperformance du silver par rapport à l'or, étant donné sa bonne tenue, eh bien, je ne serais pas étonné. Alors, est-ce que ce sera dans 1 mois, 3 mois ou 6 mois qu'il casse les 30 $ et qu'il fasse une envolée? C'est la raison pour laquelle j'en ai à titre personnel également. Et puis, j'avais marqué le Dogecoin dans ma liste. Bon, c'était pour le fun, hein, le Dogecoin qui a été créé un petit peu sur fond d'une blague, mais une blague qui pèse aujourd'hui autour de 60 milliards de dollars, soit pratiquement la capitalisation boursière de Safran ou d'AXA. On est en 2021, à l'heure des cryptos, à l'heure de la diversification, et voilà, c'est assez hallucinant ce qui s'est passé sur le Dogecoin. Dogecoin qui est très soutenu par les propos répétés de Elon Musk. Elon Musk qui ce matin lançait un vote sur Twitter pour savoir si on devait permettre l'achat d'une Tesla en Dogecoin. On est dans du grand n'importe quoi, mais que voulez-vous, c'est 2021, c'est comme ça. Revenons-en à nos moutons, on passe à la catégorie Trend Following et GLB. Bon, il n'y a pas de GLB en ce moment, mais on va parler de belles valeurs haussières. Une autre valeur du portefeuille Zone Bourse, Acerinox en Espagne. Donc là, on est un petit peu sur le même modèle que ArcelorMittal, on est dans les matériaux de base. Ce dossier profite de la forte hausse des métaux. On arrive sur une grosse zone de prix. Voilà, on arrive sur une grosse zone de prix. Et ça va être là qu'on va voir si les perspectives de croissance, de reprise se confirment dans les semaines, dans les mois qui viennent, auquel cas on pourrait peut-être dépasser cette zone de prix avec encore une appréciation, ou si on va bloquer dessous. Pour l'instant, les résultats ont été publiés. La valeur a baissé ce matin, mais ça paye quand même derrière. Donc on est toujours sur une belle tendance haussière. On a ici un support à 11,50. Ça tient bien, c'est un beau dossier. Et ça, on l'a rentré dans le portefeuille Zone Bourse et je crois qu'on gagne à peu près 20-25% dessus. Carbios, elle a fait une augmentation de capital à 41 € et elle s'est calée sur ce prix ces dernières séances. Avec la baisse à laquelle on assiste sur les indices, elle est sous pression. Elle a réintégré son range. Vous savez, ici, j'avais mis des numéros 1, 2, 3. Le 1, c'est la hausse. Le 2, c'est la conso. Le 3, c'est le redémarrage. Le 1, ici, c'est la hausse. Le 2, c'est la conso. Le 3, hypothétique, ce serait le redémarrage.
Ici, elle nous a donné l'impression qu'elle allait redémarrer, mais on a rapidement réintégré avec cette annonce d'augmentation de capital. Et là, il va falloir peut-être prendre son mal en patience. Attention néanmoins, en cas d'aversion au risque, il faudrait pas casser la zone des 37 euros. Ça voudrait dire qu'on casse MM200, qu'on sort par le bas du range. Et ce serait pas particulièrement positif. Autre valeur du portefeuille Europe Zone Bourse, d'Erichbourg. En fait, vous voyez, on essaye de trouver des dossiers sur lesquels il y a des bons fondamentaux qui sont soutenus par les trends en cours. Les trends notamment, donc en ce moment c'est très matière première, mais on a aussi rentré des valeurs défensives, notamment dans la bière, le saumon, l'agroalimentaire, enfin des grosses valeurs défensives de qualité. D'Erichbourg, donc on est à l'achat dessus, beau dossier, a cassé récemment cette zone des 7,60 €. Tant qu'on est au-dessus, ça reste particulièrement bien soutenu. D'Erichbourg qui me semble-t-il a réalisé récemment une acquisition. Les résultats sont bons, les révisions de bénéfices par action sont extrêmement puissantes. Donc ici, tant qu'on est au-dessus des 7,60 €, c'est un long fleuve tranquille. Ensuite, Mediane Technologies, une biotech mais de qualité. Mediane qui est dans nos valeurs trend following depuis un bon bout de temps. On en avait parlé ici, surtout quand il y avait eu cette sortie de triangle explosive. Alors, je vous l'ai expliqué dans d'autres émissions, il faut parfois laisser du temps au temps. Vous voyez ici, forte appréciation, ensuite latéralisation pendant longtemps. Ici, forte appréciation. Là, on est dans la latéralisation. Ce matin, Mediane a profité d'un relèvement de recommandations. Tac, 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 je vous retrouve la news. Midcaps Partenaire porte son objectif sur Mediane Technologies de 14 à 33,8 €. Alors, les plus hauts historiques sont à 16 €, donc je trouve que 34 ça fait haut. Faut pas oublier que les objectifs d'analyste sur les biotech, ça reste de l'hypothétique. La dernière fois que j'ai vu un objectif d'analyste atteint sur une biotech, je pense qu'on était encore au XXe siècle. Donc, tout ça pour dire que bon, les objectifs d'analyste, c'est bien, ça booste les cours, mais ils sont rarement atteints. Non, bah ici, tout simplement, on est dans une latéralisation, on a un support à 11,50, un rappel à 11 €. Donc, pour moi, si vous détenez ce titre-là, c'est que vous êtes investisseur dans une optique de moyen terme. Il faut espérer qu'on latéralise un certain temps, ou que l'on monte, bien évidemment, mais je vois mal avec des marchés aussi pressurisés qu'actuellement comment elle pourrait non plus exploser toute seule, sauf news. Donc voilà, pour ceux qui sont investisseurs, tant qu'on est au-dessus des 11 €, on peut avoir ce dossier en fond de portefeuille avec comme objectif, ligne de mire, les 16 € qui sont les plus hauts historiques. Ensuite, autre valeur du portefeuille zone bourse, Piaggio. Pourquoi est-ce qu'on a ce type de valeur? C'est un peu comme Malibu Boat aux États-Unis. En fait, tout ce qui est bien de consommation récréatif, tout ce qui est loisir, nous intéresse chez zone bourse parce qu'on joue en quelque sorte le retour à la vie, le retour au loisir, à l'amusement. Et dans ce cadre-là, Piaggio nous intéresse. Piaggio qui a un gros support ici entre 3 et 3,10 €, oui 3,10 €, qui pourrait être mis à profit en cas de repli, peut-être si ce genre de thématique vous intéresse. Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, ici on a l'exemple du trop haut, trop vite, trop fort. Vous voyez, ce canal aussi, on en a parlé pendant longtemps. Il y a peut-être 2 ou 3 semaines, lorsque j'avais fait une analyse de Saint-Gobain, on était ici à 53 € et je disais voilà, on est sur un haut de canal, donc il faut faire attention parce que le potentiel pourrait être réduit. Elle s'est quand même offert le luxe de sortir par le haut de ce canal, sauf que sortir par le haut d'un canal, c'est rarement bon pour une action. Souvent, c'est un excès haussier. Et souvent les excès haussiers sont corrigés par des excès baissiers. Donc je ne serais pas étonné ici qu'on ait un retour de manivelle
C'est pour ça que je me suis permis une stratégie baissière sur zone bourse ce matin pour ceux qui cherchent des shorts. Elle fait un gap baissier ce matin, elle réintègre son canal haussier. C'est toujours un très beau dossier, mais on est allé peut-être un peu haut, un peu vite. Et regardez en données hebdomadaires ce que cela donne sur 10 ans. On voit bien que Saint-Gobain évolue depuis 10 ans dans un canal haussier manifeste. Avec le Covid, elle s'est cassée la figure et elle est revenue pile poil sur ses plus bas de 2009. Donc ici, c'était un magnifique double creux, ce qui lui a permis de réintégrer son canal. Sauf que là, on est passé du tout au tout. On est passé d'un plus bas historique datant de 2009 à la réintégration d'un canal à la borne haute de ce canal. Donc, vous voyez, historiquement, 2011, 2017, on a touché ce haut de canal et ensuite on a latéralisé ou baissé. Donc, un beau dossier, certes, mais qui vient de réaliser une appréciation assez impressionnante et qui me semble avoir atteint un objectif majeur. GLE, Société Générale, c'est peut-être les bancaires qui vont réussir à surperformer, à moins baisser que les autres, puisque qui dit crainte sur l'inflation, dit crainte sur les politiques des banques centrales, dit potentiellement spéculation sur des hausses de taux à long terme, dit tension sur les taux d'intérêt, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Allemagne. Et tout ça, c'est positif pour les bancaires, c'est ce qui explique leur rallye des dernières semaines. Simplement, petit bémol, Société Générale a approché un objectif majeur, un gap baissier qu'elle avait laissé ouvert en février 2020 pendant la chute du Covid, et en plus elle a plein de gaps sous les pieds. Donc ici je suis un peu partagé, je l'analyse parce qu'un lecteur me l'a demandé. Il ne serait pas étonnant si les marchés tanguent un petit peu, qu'elles viennent consolider et qu'elles viennent peut-être tester ou fermer les gaps qu'elle a laissés derrière ses pieds. Si les marchés tiennent, voire continuent de monter, elle pourrait aller challenger cette zone, voire la dépasser. Si les marchés baissent fort, peut-être qu'elle baissera moins vite que le reste. Stellantis est de retour sur un niveau majeur. Vous voyez ici, on avait fait un bébé abandonné, un chandelier très rare avec un gap haussier suivi par un gap baissier. C'est une figure de retournement très puissante, j'en avais parlé à l'époque, en fin d'année 2020. Donc ici, on a, comme sur de très nombreux titres du CAC, un rallye récent qui était magnifique. On est dans un drapeau. Un drapeau, c'est un canal baissier de consolidation. Si on sort par le haut de ce drapeau, on ouvre un nouveau potentiel. Par contre, si on n'arrive pas à passer la borne haute, on pourrait de nouveau faire une rotation à l'intérieur. D'autant plus que la zone sous laquelle on bute, c'est tout simplement ses plus hauts historiques. Donc c'est un peu comme Saint-Gobain, vous voyez, on est passé d'un creux majeur à un objectif majeur qui a fait résistance par le passé. Donc ici, sauf redémarrage violent du CAC, nouveau plus haut annuel, auquel cas peut-être qu'on pourrait s'échapper de ce canal par le haut et inscrire de nouveaux records, le risque d'une consolidation à court terme me semble quand même relativement important. Et puis pour finir, on va passer à la rubrique internationale. Rubrique internationale avec Adidas en Allemagne. C'est un titre aussi à très long terme, dossier qualitatif. Après, vous voyez le range dans lequel on est enfermé ces derniers temps. Le marché est en plus super erratique, hein. On passe parfois de la borne basse à la borne haute très rapidement, mais on voit bien que la borne haute à chaque fois est vendue. Si vous êtes acheteur sur ce dossier, l'objectif haussier c'est la borne haute. Si vous souhaitez l'acheter, il faut espérer un retour vers la borne basse, puisque dans un range, tout simplement, c'est les seules choses qu'on peut faire, hein. On achète en bas, on vend en haut, et où on attend la cassure des plus hauts pour viser de nouveaux records par la suite. EVS Broadcast. Hop. Alors, j'en ai plusieurs, mais j'ai supposé que c'était la belge qu'on me demandait. C'est une valeur qui est habituée au range. Ici, elle avait fait un range, elle en était sortie par le bas. Ici, elle avait fait une sorte de range
elle en est sortie par le haut, et nous voilà donc à la croisée des chemins, sur une zone clé, la zone des 17 euros. Tant qu'on tient les 17 euros, ça va. Si on casse les 17 euros, je pense qu'on pourrait avoir une réintégration du range et un retour vers les 15,70 euros et la moyenne mobile à 200 périodes, qui a été bien travaillée ici, qui a fait support là, et qui pourrait donc faire support en cas de cassure de ce niveau clé. Si au contraire les 17 euros tiennent, on peut remonter vers les plus hauts récents, les 19,60 voire les 20 euros. Ensuite, un lecteur m'a demandé de regarder Galectine thérapeutique, mais après ça c'est vraiment un cas très spécial. D'ailleurs j'ai remarqué que j'avais des traits tracés dessus en 2017-2018, mais vous voyez, ça c'est le genre de biotech ultra erratique. La seule chose que je peux dire à ce lecteur sur ce dossier, c'est qu'on a ici une zone entre 3,50 et 3,60 qui est très clairement établie, qui correspond au plus haut de avril 2020 et de septembre 2020. On est en train d'essayer de tenir ce support clé. Par contre, en cas de cassure des 3,50 $, les acheteurs perdraient la main à court terme. Ensuite, Inditex en Espagne. Beau dossier, haussier, qui se reprend, qui essaye de revenir vers ses plus hauts de janvier 2020. C'est un objectif haussier théorique, donc si vous êtes dessus, voilà, on approche en tous les cas d'une zone majeure. On n'y est pas encore. Malgré la forte baisse des indices ce matin, on voit que pour l'instant elle tient. Donc après on peut dire qu'il y a une sorte de pivot ici avec le dernier plus haut. Pour quelqu'un qui fait du trend following, donc tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, tout va bien. Ce qui serait bien, c'est de réussir à se maintenir au-dessus des 30 euros pour aller chercher les 32, voire les dépasser. Si on passe sous les 30 euros, c'est peut-être qu'en fait, on aurait atteint pratiquement. Parfois, il ne faut pas être à 50 centimes. Ici, vous avez un niveau de 2017 à 32 euros. Ici, début 2020 à 32 euros. On a fait 31,50. Donc, est-ce que l'objectif haussier n'a pas été atteint, en fait? C'est la question à se poser. Une valeur belge intéressante avec un price action intéressant. Le price action, c'est l'action des prix. C'est Kinepolis à Bruxelles. Bon ici vous devinez Kinepolis, de l'activité de cette société. On est ici dans un range et je trouve très intéressant la mèche basse qu'on a fait vendredi dernier. Je trouve aussi très intéressant la tenue de cette valeur qui est positive aujourd'hui avec des indices à moins de 20. Donc ici aussi on joue la thématique retour à la vie, loisirs, sortie. Et donc pour ceux qui sont intéressés par ce genre de thématique, la zone des 41-42 euros est une zone d'achat théorique sur support. Et en cas de cassure des 47,30, eh bien ce serait un nouveau signal haussier qui nous permettrait très certainement d'aller chercher les 50 euros et plus. Ensuite, Nordic Semiconductor. Alors là, c'est une valeur qui est cotée en Norvège. Mais je pense qu'on peut regarder à peu près toutes les valeurs du secteur, ça donne la même chose, des gaps baissiers, des reflux sous résistance, ASML, B6 Semiconductor, voilà, ça casse des supports, on échoue sous des résistances. Il y a beau y avoir une pénurie de semi-conducteurs, les semi-conducteurs ont fait des hausses absolument stratosphériques ces derniers temps. Une valeur comme Bessie, elle a gagné 131% depuis le mois d'octobre jusqu'à son plus haut de début avril. Donc voilà, ici il est normal qu'on assiste à des prises de bénéfices. Il y a eu des cassures de support, donc quand il y a cassure de support, il faut savoir aussi sortir et encaisser des gains. Bon, je pensais pas que ma nouvelle cafetière allait faire autant de bruit. Il va peut-être falloir que je l'éteigne pendant les émissions quand même. Pinterest aux États-Unis, on a un double top ici, ça ne passe pas. Et donc on est sur des retours vers les supports. En plus on est en train de casser, on a cassé la zone des 61-62, on a cassé la MM200. Donc là il y a des risques de revenir un cran plus bas. On a des gaps qui n'ont pas été complètement fermés à 50 et à 47, voire même à 46 $. Donc pour celui qui est intéressé par ce dossier, peut-être attendre un comblement du ou des gaps, une réaction haussière sur l'un d'entre eux pour pouvoir se placer si ce dossier vous intéresse. Et enfin Virgin Galactic qui a de l'eau dans le moteur.
Comme je vous l'ai dit, Virgin Galactic m'intéressait beaucoup sur son oblique haussière ici, qui était entre 20 et 22 dollars. J'avais donné une alerte quand le titre était venu toucher les 21 dollars fin avril. Donc vous voyez, j'avais tracé une oblique ici en bleu qui prenait certains points et qui me donnait justement ces 20-21 dollars. Bon, si vous tradez Virgin Galactic, vous savez que vous êtes sur un dossier volatile. Vous savez que vous êtes sur un dossier qui est délaissé à court terme parce qu'il y a eu des sorties d'actionnaires et que pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelle date de vol qui a été fixée. Donc, on est sur du dossier sportif. Or, sur un dossier sportif, on met des stops, on a des invalidations. Quand on achète la valeur 21 dollars, qu'elle passe en quelques jours de 21 à pratiquement 24 dollars, qu'elle gagne 15%, qu'est-ce qu'on fait? Solution numéro 1, on remonte son stop à 0, à 21 dollars par exemple. Solution numéro 2, on met le stop pile poil sous les 20 dollars, de telle manière que une fois le rebond réalisé, si ça ne fonctionne pas, si ça ne prend pas, soit on sort à 0, stoppé dans la rechute, soit on sort avec une perte sur la cassure des 20 dollars. Mais on ne se laisse pas entraîner comme ça jusqu'aux 18 dollars. En plus de ça, la société a publié. Bien évidemment, puisque pour l'instant il n'y a pas de chiffre d'affaires, ce sont des pertes. Puisque le Nasdaq est attendu en forte baisse aujourd'hui, ça accentue les choses. Du coup, je crois qu'elle est attendue autour des 16 dollars. Si vous voulez d'ailleurs savoir à quel prix est attendue une action américaine avant son ouverture, vous allez sur le site MarketWatch et c'est encore pire que prévu puisqu'elle est attendue à 14,30 en baisse de 30%. Virgin Galactic, voilà, à chaque fois qu'elle a touché ses obliques a réalisé des belles envolées, mais on achète l'oblique, ça remonte, ça ne marche pas, on sort, on passe à autre chose et on attend un autre niveau. En prenant les extrêmes ici, je trouvais une oblique qui passait vers 16 dollars, avec un gap ici qui n'avait pas été comblé complètement à 16,40 dollars. Et puis en dessous, ici, j'ai un niveau horizontal autour des 14 dollars. Donc voilà, elle perd de sa superbe. On avait trouvé un point bas ici intéressant sur MM200. Ici, je vous avais dit l'avoir shorté parce qu'elle était revenue sous résistance. Quand elle est revenue sous MM200, on a dit non, on attend plus bas. À 21 dollars, je vous ai donné une alerte. Maintenant, quand elle remonte et qu'elle casse son support, bah, il faut sortir. Il faut réussir à travailler une ligne quand on est sur un dossier spéculatif de moyen long terme. On n'est pas sur du total là. On est sur de la valeur spéculative volatile. Donc on achète un point, le point tient, c'est bien, le point casse, on sort, on encaisse sa perte et on verra plus tard plutôt que de subir. Maintenant, il faudra voir ce qui se passe sur cette zone des 14 dollars et si surtout à terme il nous annonce un nouvel essai, un nouveau vol. Parce que ça commence à faire long et c'est ce qui explique la baisse continue du titre ces derniers mois. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. 1 heure, c'est pas mal. J'espère que la vitesse vous a plu, que j'ai été complet dans les explications fondamentales. Je vous ai donné les différents pivots, les différents risques qu'on avait sur les indices. Je vous ai parlé aujourd'hui de pas mal de valeurs de qualité qu'on avait dans les portefeuilles de Zone Bourse. Je vous retrouve comme d'habitude sur BFM, sur Twitter, sur le site de Zone Bourse. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne semaine. Soyez forts, les marchés tankent, c'est pas facile. Et surtout, pensez à votre money management, pensez à votre effet de levier si vous en avez, pensez à vos stops de protection si vous êtes sur des petites valeurs, des small caps. Et pensez peut-être à prendre des bénéfices sur certains dossiers qui ont réalisé des parcours magnifiques ces derniers temps, notamment si le CAC venait à confirmer sa sortie de biseau par le bas. Soyez forts, bonne journée, bonne semaine à tous, au revoir.